au moment où ma belle-fille a éteint la lumière de la cuisine en disant « Nous préférerions que tu manges dans ta chambre, Françoise. Nous organisons un dîner. » En tête-à-tête, j'étais debout devant mon propre plan de travail, celui que j'avais moi-même rénové il y a 20 ans avec un plaquage en bouleau clair. En train de couper des tomates de mon jardin comme je le faisais chaque mois d'août. Depuis bien avant la naissance de mon fils. J'ai posé le couteau. Je n'ai rien dit. J'ai pris mon assiette, j'ai traversé le couloir et je me suis assis sur le bord de mon lit, dans le noir. C'est ce soir-là que j'ai compris que quelque chose tournait gravement mal. Pas seulement avec eux, mais avec moi. Je m'appelle Françoise. J'ai 67 ans. J'habite, ou je devrais dire, je possède une maison individuelle à Rueil-Malmaison, à environ 40 minutes de Paris. Selon le trafic sur la 13. Ce n'est pas une demeure grandiose. C'est un pavillon des années 70 avec un parquet d'origine, un petit jardin qui profite bien du soleil de l'après-midi et une cuisine que j'ai rénovée en 2009 avec l'argent économisé durant mes 31 ans d'enseignement en classe de CM1 dans une école publique des Hauts-de-Seine. J'ai fini de rembourser mon prêt immobilier l'année où mon mari est décédé. C'était il y a 12 ans. Je veux vous parler de ces 18 mois qui ont failli tout me coûter. Pas seulement la maison, mais le sens même de qui j'étais. Mon fils, Nicolas, m'a appelé en octobre, il y a 2 ans. Il avait cette voix qu'il prenait toujours quand il avait besoin de quelque chose, prudente, un peu trop chaleureuse, avec des silences au mauvais endroit. Il m'a dit que lui et sa femme, Aurélie, étaient en difficulté. Il m'a expliqué que le loyer de leur appartement à Boulogne-Billancourt avait augmenté de 350 € lors du renouvellement du bail et qu'avec le coût de la vie, les courses, l'essence et la crèche pour ma petite fille, ils arrivaient à peine à joindre les deux bouts. Il m'a demandé s'il pouvait s'installer chez moi pendant quelques mois, juste le temps de se remettre sur pied. J'ai dit oui. Immédiatement. Je veux que vous compreniez bien cela. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas demandé de détails, je n'ai pas posé de conditions et je ne lui ai pas dit que j'avais besoin de réfléchir. C'est mon fils. C'est celui que j'accompagnais à l'entraînement de football à 6 h du matin, celui que j'ai aidé lors de son premier chagrin d'amour et que j'ai regardé obtenir son diplôme à l'université de Nanterre par un jour si froid que la cérémonie avait dû être déplacée à l'intérieur. J'ai dit oui parce que je l'aimais et parce que c'est ce qu'on fait dans ces cas-là. Ils sont arrivés un samedi avec une camionnette de location et ma petite fille Léa, qui avait 2 ans et demi, les yeux de son père et le menton têtu de sa mère. J'avais préparé la chambre d'amis. J'avais libéré la moitié du placard de la deuxième chambre pour Léa. J'avais acheté un deuxième tapis de bain, des serviettes supplémentaires et un petit marchepied pour le lavabo de la salle de bain afin que Léa puisse l'atteindre toute seule. Le premier mois s'est bien passé. Le deuxième mois, les choses ont changé de manière si subtile que je me suis persuadé que je les imaginais. Aurélie a commencé à réorganiser la cuisine. Au début, c'était mineur. Les tasses déplacées sur une autre étagère, la planche à découper rangée différemment. Puis, elle a réorganisé le garde-manger et a mis mes conservés. Mes bocaux dans un carton au sous-sol parce qu'elle disait qu'ils encombraient les étagères. J'ai retrouvé la boîte à pain en céramique de ma mère sur le sol du garage. Je l'ai mentionné une fois, gentiment. Elle m'a répondu qu'elle essayait simplement de rendre les choses plus fonctionnelles. Elle souriait en le disant. J'ai laissé couler. Au 4e mois, le rythme de la maison était devenu le leur, sans que l'on s'en rende compte. Ils dînaient tard, vers 20h30. Ou 21h, et comme ils cuisinaient ensemble en couple et semblaient apprécier ce rituel, j'ai commencé à manger plus tôt et à me faire discrète le soir. Ce n'était pas parce qu'on me l'avait demandé, je sentais juste que je gênais. Je
Veux être honnête avec vous sur un point, j'ai laissé faire. J'ai regardé les limites de mon propre foyer se restreindre de plus en plus. Et je me disais que c'était temporaire, que Nicolas était stressé, qu'Aurélie s'adaptait, que Léa avait besoin de stabilité, que je me rendais utile. Je me disais que maintenir la paix était synonyme de gentillesse. Ce n'est pas la même chose. Au 7e mois, je vivais concrètement dans le dernier tiers de ma maison, ma chambre, le petit salon attenant et le jardin. Le salon principal, la cuisine, l'entrée. Tout cela était devenu leur territoire. Je les entendais rire après le dîner, la télévision allumée, le moment du bain de Léa, les bruits d'une famille à l'aise. Dans un foyer. Et je restais assise dans ma chambre avec mon livre en me disant que tout allait bien, que j'étais heureuse que la maison soit pleine de vie. Ce que je ne m'autorisais pas à penser, c'était que la maison était pleine de leur vie. La mienne avait été discrètement déplacée dans un carton au sous-sol, à côté de mes conserves. L'incident du dîner a eu lieu en août. J'avais passé la majeure partie de l'après-midi au jardin. Mes tomates avaient bien donné cette année-là, des équeurs de bœuf, des cerises et une variété ancienne que j'essayais. Pour la première fois. Je suis rentré vers 18 h, je les ai lavées et j'ai commencé à me préparer un souper simple. Je n'étais pas dans leur chemin. Nicolas et Aurélie n'avaient même pas encore commencé à cuisiner. Aurélie est entrée dans la cuisine. Elle a dit qu'un de ses collègues venait dîner. Elle l'a dit avec ce ton qu'elle avait développé, pas méchant exactement, mais le ton qu'on utilise avec quelqu'un qu'il faut gérer. Elle a dit qu'elle préférerait que je mange dans ma chambre. Elle a dit qu'il voulait un dîner privé. J'étais dans ma propre cuisine, debout devant un plan de travail que j'avais choisi, payé et rénové de mes propres mains, et on me demandait d'apporter mon assiette dans ma chambre comme une enfant. Je l'ai regardée un instant. Mon regard a glissé derrière elle vers le salon où la lampe de ma grand-mère était posée sur la table basse, celle qu'Aurélie avait déplacée sans demander parce qu'elle aimait l'effet qu'elle faisait avec les autres meubles. J'ai regardé le chambranle de la porte où mon fils se tenait, observant la scène sans rien dire. J'ai pris mon assiette. Je suis allé dans ma chambre. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas parce que j'étais en colère, même si je l'étais, mais parce que je ne cessais de me poser la question que j'évitais depuis des mois, comment suis-je arrivé là? Comment une femme qui a passé 31 ans à gérer des classes de 25 enfants de 8 ans, qui a élevé son fils seul après que son mari est tombé malade, qui possède cette maison, a payé pour cette maison et a planté chaque arbuste de ce jardin, a-t-elle fini par manger seule dans sa chambre pendant que le collègue de quelqu'un d'autre dînait à sa table? La réponse, quand j'ai enfin été honnête avec moi-même, ne concernait pas Aurélie. Elle concernait les habitudes que j'avais laissées s'installer. Pièce par pièce. Je m'étais effacé. J'avais confondu l'accommodement avec la générosité. J'avais laissé mon inconfort face au conflit devenir une sorte de permission, la permission pour les autres de prendre de plus en plus de place parce que je prouvais sans cesse qu'il n'y avait aucune conséquence à le faire. J'ai une amie nommée Catherine. Nous avons enseigné ensemble pendant 15 ans et elle a pris sa retraite 2 ans avant moi. Elle est franche de la manière dont seules les personnes vraiment bienveillantes peuvent l'être. Je l'ai appelée le lendemain matin. Je n'avais pas terminé mon histoire qu'elle m'a arrêté. Elle m'a dit « Françoise, appelle un avocat ». Je lui ai répondu que je ne voulais pas transformer ça en une affaire juridique. Elle a répliqué « C'est déjà une affaire juridique. Tu es juste la seule à ne pas encore le savoir ». J'ai appelé une juriste l'après-midi même, une spécialiste du droit immobilier et de la famille à Versailles, recommandée par une ancienne collègue. Elle s'appelait Isabelle. Elle m'a parlé pendant près d'1 heure et m'a expliqué les choses. Avec des mots simples et patients. Elle m'a dit que même des membres de la famille,
une fois qu'ils ont établi leur résidence dans un logement, bénéficient de certaines protections et que les faire partir, s'ils refusent de le faire volontairement, nécessite une procédure formelle. Elle m'a dit que j'avais le droit d'occuper ma propre maison pleinement et librement. Elle m'a expliqué que la situation que je décrivais, être concrètement confiné dans une partie de ma propre maison, voir mes biens déplacés sans mon consentement, n'était pas une petite chose. Elle m'a demandé ce que je voulais. J'ai dû y réfléchir un long moment. Pas parce que je ne savais pas, mais parce que j'avais passé tellement de temps à me dire que ce que je voulais n'avait pas beaucoup d'importance que d'entendre quelqu'un me le demander directement me semblait étrange. Je lui ai dit que je voulais récupérer ma maison. Je voulais cuisiner dans ma cuisine. M'asseoir dans mon salon et dîner à ma propre table. Je voulais arrêter de me sentir comme une invitée dans la maison dont je suis propriétaire. Elle a dit: alors, commençons par une mise en demeure formelle. Elle a rédigé une lettre, une notification de congé conformément à la loi française, fixant une date précise dans 3 mois. Ce n'était pas une injonction du tribunal, c'était un point de départ. C'était un document formel attestant que c'était ma propriété et qu'un calendrier était établi. Je suis rentré chez moi ce soir-là. Nicolas était dans le salon avec Léa sur ses genoux, regardant quelque chose à la télévision. Il a levé les yeux quand je suis entré. Je me suis assise dans le fauteuil en face de lui. Mon fauteuil, celui sur lequel il avait pris l'habitude de poser son sac de travail le matin. J'ai posé son sac par terre et je me suis assise. Il a eu l'air surpris. Cela n'aurait pas dû le surprendre, mais ce fut le cas. Je lui ai dit que je l'aimais. J'ai dit que cela n'avait jamais été et ne serait jamais remis en question. Puis, je lui ai dit ce que j'avais fait. Il est resté silencieux pendant un long moment. Il a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi j'avais impliqué une juriste. Il a dit que cela lui semblait être une réaction excessive. Il a ajouté qu'il prévoyait de partir bientôt de toute façon. Je lui ai demandé quand. Il n'a pas eu de réponse. Je lui ai dit que ces 90 jours n'étaient pas une punition. C'était un plan. Je lui ai dit que j'aurais dû établir un plan dès le début et que ce manque de prévoyance avait été mon erreur autant que la leur. C'était important pour moi de le dire à voix haute, non pas pour excuser ce qui s'était passé, mais parce que c'était vrai et parce que je ne voulais pas avoir cette conversation comme si je n'avais joué aucun rôle dans la dégradation des choses. Aurélie est entrée en cours de route. Elle s'est tenue sur le seuil de la porte et j'ai vu qu'elle comprenait immédiatement. Son expression n'était pas tout à fait de la culpabilité, pas tout à fait de la colère, quelque chose entre les deux. Je l'ai regardé et j'ai dit, j'aurais dû être plus clair dès le début sur ce que signifierait vivre ici. C'est ma faute. Mais je suis clair maintenant. Elle n'a rien dit. Elle est montée à l'étage. Les semaines qui ont suivi ont été inconfortables. Je veux être honnête à ce sujet. Il y avait des dîners qui ressemblaient à des zones de basse pression atmosphérique, tendues et prudents. Il y avait des matins où Aurélie refusait de croiser mon regard. Il y a eu un week-end où Nicolas est venu me voir pour me dire qu'il était blessé que j'ai consulté une juriste sans lui en parler d'abord. J'ai encaissé cela un moment. Parce qu'il y avait une part de vérité dans ses reproches, mais j'ai aussi pensé aux 8 mois qui avaient précédé cette nuit-là. La boîte à pain dans le garage. Les dîners que je mangeais seul dans ma chambre, la lumière de la cuisine qu'on éteignait sur moi. Il n'était pas venu me voir pendant ces mois-là pour me demander si j'allais bien. Je le lui ai dit. Il n'a pas eu de réponse à cela non plus. Mais il l'a entendu. Je sentais qu'il l'avait entendu. Quelque chose a changé en lui au fil des semaines suivantes. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé entre Nicolas et Aurélie en privé.
Je n'ai pas posé de questions. Ce que je sais, c'est qu'il a commencé à être présent d'une manière différente. Il venait parfois me rejoindre au jardin le soir et restait simplement assis là. Avec moi. Il a recommencé à faire du café le matin, comme il le faisait autrefois, assez pour nous deux, laissés sur la plaque chauffante. De petites choses. Le langage de gens qui essaient de retrouver le chemin les uns vers les autres. Pour Aurélie, c'était plus complexe. Je ne pense pas qu'elle soit une mauvaise personne. Je pense qu'elle est quelqu'un qui s'est installé dans un espace où les règles n'étaient pas claires et qui s'est étendu pour le remplir. Comme n'importe qui pourrait le faire quand rien ne l'arrête. Je pense aussi qu'elle avait de la rancœur d'être dans une situation qui la faisait se sentir dépendante, et cette rancœur était ressortie de travers, dirigée contre moi. J'ai compris cela, même quand j'en souffrais. Nous ne sommes pas devenus proches, mais au moment où ils sont partis, 2 semaines avant la fin du délai de 90 jours, pour une maison en location qu'ils avaient trouvée grâce à un prêt de leur banque, nous étions parvenus à un rapport fonctionnel, pas chaleureux, mais honnête. Léa a pleuré quand ils ont emporté ses jouets. Je l'ai tenue dans mes bras dans l'entrée pendant un long moment, elle sentait le shampoing pour bébé que je gardais dans la salle de bain du haut, celui que j'avais acheté spécialement pour elle, et je lui ai dit que la maison de mamie serait toujours un endroit où elle pourrait venir. Que sa chambre resterait sa chambre quand elle viendrait en visite. Cette partie-là a été difficile. Je ne prétendrai pas le contraire. Le premier soir seul, j'ai préparé un vrai dîner. Rien d'exceptionnel, juste un poulet rôti avec des pommes de terre et quelques-unes des dernières tomates du jardin. J'ai dressé la table proprement, comme je le faisais quand mon mari était vivant, des sets de table, les belles serviettes en tissu, un verre de vin provenant d'une bouteille que je gardais sans raison particulière. Je me suis assise à ma propre table, dans ma propre cuisine, avec la fenêtre ouverte et l'air de septembre entrant depuis le jardin. J'ai mangé lentement. Ce n'était pas un silence triste. C'était le silence d'une maison qui avait cessé d'être sur la défensive. J'ai repensé à ce qu'Isabelle, la juriste, m'avait dit quand je l'avais remerciée vers la fin. Elle m'avait dit que ces situations étaient plus courantes que les gens ne le pensaient. Elle disait que le plus dur pour la plupart de ses clients n'était pas la procédure légale. C'était de s'autoriser à protéger ce qui leur appartenait. J'y ai beaucoup réfléchi depuis. J'ai passé 31 ans à enseigner aux enfants que leur voix comptait, qu'ils avaient le droit de dire quand quelque chose n'allait pas. Quand ils avaient besoin d'aide, quand quelqu'un prenait quelque chose qui leur appartenait. J'y croyais. Je l'enseignais, et pourtant j'ai passé 18 mois à m'effacer discrètement dans ma propre maison parce que je ne voulais pas paraître difficile. Parce que j'aimais mon fils. Parce que je pensais que maintenir la paix signifiait me faire toute petite. Cela ne signifie pas cela. Je le sais maintenant. Si vous regardez ceci et que vous avez laissé quelqu'un entrer dans votre foyer au point qu'il ne ressemble plus au vôtre, je veux que vous entendiez ceci clairement, vous avez le droit de dire quelque chose. Vous avez le droit de fixer une date sur un calendrier. Vous avez le droit d'appeler quelqu'un qui vous expliquera vos droits clairement et sans jugement. La loi protège les locataires, mais elle existe aussi pour protéger les propriétaires.